Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestois, Brestoise, c'était bien la Ligue des Champions contre le Havre. Bienvenue pour ce 131e épisode de Brest On Air où nous sommes quelques minutes après ce match du mercredi soir. L'année dernière, il y avait des matchs du mercredi soir également. Ils étaient plus sympas que contre le Havre. Là, on a pris un gros coup sur la tête, mais on se devait, avec Fanch, avec Yann, de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré, publié de podcast. On a tous des activités, des emplois du temps et on avait du mal quand même à se retrouver tous les trois. C'était quand même important de se retrouver tous les trois pour vous offrir le meilleur sur notre club préféré. Messieurs, comment allez-vous? Fanch, je commence par toi. Le sourire aux lèvres. Ouais, bah écoute, ça va. Non mais en fait C'est les vacances. ton intro m'a tué sur les matchs de l'année dernière le mercredi soir. Là, je me dis punaise, on est quand même passé de tout à rien en si peu de temps. Eh oui, Yann, il y a presque un an, jour pour jour, nous étions à Prague. Et oui, et justement, jour pour jour à Prague, on l'emportait, et si je ne me trompe pas, on comptait 9 points. Alors qu'aujourd'hui, après 10 journées de Ligue 1, on compte 9 points. Comme quoi, la symétrie. Eh ouais, hein, ça va vite, hein, le football, dans un sens comme dans l'autre. Hein, Sauf Mario Lusta. effectivement. Bon, on pensait voilà, faire un petit fil rouge, mais un peu à la manière de l'équipe qu'on a vue et du club. Bah, il n'y aura pas trop de fil rouge, ça va être un peu freestyle. On va évidemment parler de ce match contre Le Havre et tu l'avais dit, enfin on en parlait, hein, évidemment comme vous parlez avec vos amis de l'actualité du Stade brestois. On se disait et c'était un peu le cas sur ces 3-4 derniers matchs. Alors on va mettre le PSG de côté évidemment, mais c'était à chaque fois des matchs qui pouvaient faire basculer la saison, soit d'un bord, soit de l'autre et au final, bah, je crois que la saison, elle va basculer, dans le bas, dans la colonne de droite cette année. Yann, c'est toi qui en parlais, c'était un match, dans cette semaine à 3 matchs, c'était peut-être le match le plus important. Éric Roy avait dit que c'était la Ligue des champions. Bon, heu, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça, et ça confirme surtout, bah déjà, c'est quasiment un tiers du championnat, donc on ne peut pas tirer de leçon après 3-4 matchs. Je pense qu'après 10, tu peux le faire, et surtout, tu peux le faire quand tu as joué 5 équipes de la colonne de droite. C'est-à-dire que Paris FC, Nantes, Angers, Lorient, Le Havre, c'est les équipes qui vont jouer le maintien. Et dans tout ça, bah, tu as juste gagné contre Angers. Et les autres matchs, tu fais nul contre Nantes et non nul contre Lorient, mais tu mérites pas de les gagner. Et là, contre Le Havre, tu es très, très logiquement battu. Au-delà des résultats, c'est aussi le fond qui pose problème. Mais tout n'est pas négatif puisque tu parlais du fil rouge. Désormais, il y a un beau fil rouge au stade Francis Lobé. De ce que j'ai compris, c'est un clapping à la 29e minute. C'est de ça dont on a besoin finalement. On devrait faire un clapping ici dans ce podcast également. Heu Fanch, je rebondis sur toi. Désolé d'ailleurs, mais est-ce que c'est pas le pire match de la saison? Il y a un match avec Toulouse, je pense. Qu'en Paris plus, FC peut-être, également? alors Paris FC, je l'avais pas vu parce que je l'avais senti venir et du coup, j'avais fait un autre choix, ce jour-là et contrairement à Toulouse que j'avais vu en replay, Paris FC, vous m'aviez dit que c'était pas nécessaire. Mais j'ai l'impression quand même contre le Paris FC, bah, j'ai vu le résumé, qu'on avait quand même eu des occasions de revenir au score, qu'on avait pu se montrer un peu dangereux. Là, ce soir, pouah, c'était 90 minutes, ça passait vraiment
pas vite du tout. Et puis surtout, on avait l'impression de voir des Brestois qui étaient absolument inoffensifs et qui n'avaient pas d'idée de jeu, pas grand-chose en fait que ce soit dans les chaussettes, ça on pourra en parler, puisque je crois que Yann a des trucs à dire là-dessus, que ce soit dans les jambes, mais également dans les idées, c'était le néant. Et quand tu te dis que c'est simplement un match face au Havre, qui reste une petite équipe de Ligue 1 qui normalement devrait être derrière nous à la fin du championnat, en tout cas au début de saison, moi je les mettais derrière nous, bah, j'ai vu plus d'envie, pas forcément plus de qualité, mais en tout cas plus d'atouts d'une équipe qui va se battre pour le maintien dans cette équipe havraise que dans la nôtre. Peut-être rebondir dessus, moi aussi, désolé. Je suis pas tout à fait d'accord sur le plus d'envie et c'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. Le match contre Toulouse, effectivement, c'était un mauvais match où l'envie semblait manquer, il y avait pas de motivation. Là, contre Le Havre, j'ai pas vu des joueurs qui se cachaient, qui faisaient pas l'effort. J'ai vu des joueurs qui étaient perdus, qui essayaient. Je pense que Romain Del Castillo, c'est le meilleur exemple. Il a essayé énormément de choses, mais à chaque fois, c'était n'importe quoi et incohérent. Et la réalité, c'est qu'après 10 matchs, on ne sait pas où on va, les joueurs sont perdus sur le terrain, ils ne savent pas quoi faire entre eux et on reviendra dessus plus après, mais aussi après 10 matchs, on a des joueurs qui physiquement ne sont pas aptes à tenir 60 minutes au plus haut niveau en Ligue 1 et je trouve que c'est peut-être ça le plus inquiétant. On a souvent eu le discours de: «Oui, mais ils se rendent pas compte, ils comprennent pas qu'on joue le maintien». Je pense qu'ils le comprennent et ça marche pas pour autant. Je pense que l'un des meilleurs exemples, c'est un joueur qu'on a depuis, de nombreuses saisons, donc qui a tout connu, qui a connu les galères et les belles années. On a eu donc Hugo Magnetti au milieu de terrain, qui dans un contexte favorable, alors on va pas dire rayonne parce que c'est peut-être un peu abusé pour un joueur comme lui, mais au moins c'est un parfait soldat, un parfait guerrier, qui faisait partie peut-être du meilleur milieu de terrain de Ligue 1, il y a 2 saisons. Maintenant, c'est vrai qu'on a un Hugo Magnetti qui est difficilement, je pense, au niveau national et pourtant ça reste le même joueur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, à la manière de Space Jam, il y a un Monster qui est venu lui, prendre tout son talent et l'a mis dans une balle de foot? Ou alors juste le contexte a changé, les joueurs autour de lui ont changé et malheureusement on est fin octobre et comme je l'ai dit sur Twitter, la feuille est blanche, quoi. On part véritablement on a l'impression en tout cas de partir d'absolument zéro. Et c'est vrai que c'est inquiétant parce que, bah, bon, il y avait des hauts et des bas sur ces dernières semaines, on sentait qu'on n'allait pas vibrer des masses cette saison, hein, déjà on se disait que, au-dessus ça allait beaucoup trop vite, il y avait beaucoup de qualité. C'est vrai que, les gros ne se ratent pas, on va dire, cette saison. Mais on se disait aussi que derrière, bah, ça manquait, clairement de talent, des équipes comme Angers, même voilà le Havre, hein, qui je pense individuellement est inférieur à Brest, mais Metz, voilà des équipes comme ça, Lorient même, hein, on l'a vu, contre nous. Pour moi, c'est inférieur à Brest, mais encore faut-il mettre les ingrédients et c'est vrai que les ingrédients, on les voit pas du tout. Donc c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant et d'un match à un autre, les convictions, ne sont plus là. On peut avoir on se disait contre Paris, bon, on avait évidemment pris 3-0, mais c'était pas si mal. Il y avait quand même des motifs de satisfaction et puis là, on rejoue contre Le Havre, milieu de semaine, le match soi-disant le plus important de la semaine et il y a rien. Il y a rien, un peu à la manière de la première mi-temps contre Lorient jusqu'au but de Lina Mbimbe où, vraiment il y avait rien, quoi. C'était vraiment le néant avec des manques d'idées, des manques de j'ai pas envie de dire ça parce que je pense qu'ils travaillent, mais on a vraiment l'impression qu'à l'entraînement, il y a rien qui est fait, quoi. Il y a pas de circuit qui est mis en place, alors que c'est quand même le même entraîneur qui nous a fait amener à la troisième place. Donc, c'est difficile quand même de douter de ses qualités. Maintenant, c'est possible qu'avec un groupe particulier, avec des recrues qui sont on est fin octobre, qui sont peut-être pas prêtes, qui ne jouent peut-être pas nécessairement à leur poste. Voilà, des joueurs qui sont pas à leur niveau, c'est compliqué, c'est compliqué. D'ailleurs, d'un point de vue, recrue, peut-être Fanch, te Ouais, lancer sur le je point de vue je recrue. je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, je pense que ce serait malvenu et tu le dis, hein, de notre part de critiquer les qualités des Rigois. Mais après, je pense qu'il ne faut pas prendre non plus comme étalon, la qualification en Ligue des champions à la troisième place. Je pense que là, il y avait toutes les planètes qui étaient alignées pour, une fois peut-être dans une vie,
Mais je pense que la saison dernière, par exemple, pourrait être une belle référence en termes de classement et d'objectifs pour le Stade brestois. Mais moi, ce que je regrette et ce qu'on a pointé du doigt un petit peu cet été, on en a fait, hein, des épisodes mercato, présentation des recrues et c'est Yann qui en parlait également fort justement quand on en parlait entre nous. On recrute quasiment que des mecs qui n'ont pas joué depuis, 3, 4, 6, voire 6 mois, voire 1 an et on est surpris de voir que physiquement, c'est très compliqué pour eux parce que quand on regarde les matchs, le milieu de terrain n'est pas du tout impérial. C'est, un endroit du terrain où généralement on était au-dessus de l'adversaire avec le trio, Magnéti, Camara, Lesmelou. Généralement, on faisait la différence parce qu'on avait souvent des petits problèmes en défense, mais quand le milieu était en forme, on avait une équipe qui performait très bien. Aujourd'hui, on a un milieu de terrain qui est l'un des plus faibles de Ligue 1 à mon sens, en termes de complémentarité. Alors j'espère que ça va changer, que ça va évoluer et qu'avec le temps et les automatismes vont pouvoir se mettre en place. Pour autant, aujourd'hui, je trouve que le recrutement à l'heure actuelle est raté parce que les joueurs cadres qui sont partis, on n'a pas besoin de les reciter, hein, les Bisod, les Zmelou, Camara, n'ont pas été remplacés avantageusement. On savait que ce serait difficile, mais là, concrètement, citez-moi des recrues, et je vous laisserai la parole après, citez-moi des recrues qui vous donnent satisfaction aujourd'hui, vraie satisfaction. Pas simplement, on se dit, ouais, pour moi, il y a quand même beaucoup de recrues qui sont en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'eux, donc en partant de Mayeski. Chotard, je trouve ça plutôt intéressant, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Dinaï Bimbe, je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut le faire jouer. Pathé Mboup, très jeune joueur qui vient de Ligue 2, laissons-lui du temps, mais pour l'instant, voilà, il y a des joueurs qui arrivent de Ligue 2 et qui, au bout du premier match, ou qui viennent je sais pas, je regarde l'Olympique Lyonnais, enfin, je pense à l'OL, des mecs qui viennent de République tchèque ou d'ailleurs qui cassent la baraque très rapidement. Bref, c'est pas le cas. Est-ce qu'on s'est pas trompé aussi sur les profils? Alors, c'est très facile de dire ça, hein, mais la question se pose. Après, le recrutement, on le juge d'une part quand il arrive, on se fait une idée, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Mais concrètement, on le juge, 3, 6, 1 an après. Donc, le premier bulletin, je pense, n'est pas bon. Toi qui es C'est quand même ça. spécialiste de la chose, Fanch, je ne peux pas t'apprendre, le bulletin, il est pas bon. Bah là, on est comme à l'école, on est sur le premier relevé de notes et le premier relevé de notes est pas bon du tout et généralement, on attend quoi? Nous, au travail, quand ça se passe comme ça, que l'élève réagisse après le premier bulletin. On espère que ce sera le cas des joueurs de Brest, mais franchement, j'ai l'impression qu'on part de très loin, en fait, un peu dans tout, que ce soit dans l'animation collective, mais après un peu si on regarde un peu plus dans le détail, offensivement, alors on a un très bon joueur, 2 très bons joueurs avec Ajorc et Del Castillo, mais pour autant, on n'a pas cette facilité offensive, je dirais, qui nous permet d'avoir des occasions, des occasions, des occasions. Souvent, lorsqu'on marque, c'est un peu enfin, il y a eu un super match d'Ajorc contre Nice, mais sinon, il y a eu des pénaltys, il y a eu des buts un peu chanceux. Au milieu de terrain, j'en ai parlé et derrière, bon, l'adversaire n'a pas besoin d'avoir 10 occasions pour marquer. Généralement, même une demi suffit pour marquer un but et il y a beaucoup de lacunes, alors que pourtant, moi, par exemple, l'arrivée de Koulibaly me convient parfaitement. Ajorc devant, si tu trouvais un autre terrain qui était performant, ça faisait une bonne colonne vertébrale. Mais déjà, bon, il y a la question du gardien, ça, on en reparlera certainement. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de manques partout et je suis, bon, je suis pas le plus optimiste de ce podcast en règle générale, hein, mais là, j'ai une certaine inquiétude. J'étais pas inquiet pour le maintien, jusqu'à quelques matchs encore. Je pense que sans être inquiet, je pense qu'on va quand même se retrouver dans la lutte jusqu'au bout, quoi. Non, mais totalement. Et ce qui en plus est différent, par exemple, comparé au Havre ou comparé à Angers, c'est que l'effectif, il est pas si dégarni que ça. Ça marche pas au milieu, mais ça marche pas au milieu avec Doumbia, on le sait sur le long terme. Touzard, on va évidemment laisser le temps, mais là aujourd'hui, c'était pas ça parce que pas en forme. Enfin, on a plein de combinaisons possibles au milieu, que ce soit à 2, que ce soit à 3. On a essayé et ça marche dans aucune des situations pour l'instant. Donc je suis un peu circonspect. Si on positive, on peut se dire que c'est quand même des joueurs qui ont théoriquement des qualités et il faut peut-être trouver la bonne formule, mais pour l'instant, on ne la trouve pas et ouais, c'est inquiétant, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment surprenant? Parce que je reviens sur le recrutement. Globalement, on était les premiers à le dire que ce recrutement ne nous emballait pas plus que ça. Il y avait quelques curiosités comme Pathé Mboup, mais sinon, c'était aucune garantie et 10 matchs après, bah, force est de constater que aucune garantie égale aucune performance en l'état. Il y a pas un joueur, sauf peut-être Chotard, qui a enchaîné 2 bons matchs parmi les Et recrues. en termes de recrutement, je trouve qu'on a également, pris des joueurs si on regarde l'effectif, je suis d'accord avec toi Yann, lorsque tu dis qu'on n'est pas dépeuplé et qu'il y a quand même des joueurs de Ligue 1 à peu près à tous les postes et que normalement une équipe comme ça, si le contexte tourne un peu dans notre sens, ça doit être une équipe qui devrait rouler pour se maintenir.
Pourtant, je trouve qu'il y a quand même des manques. Alors là, Bolascari, on l'a pas vu assez pour en parler, mais par exemple, je trouve on n'a pas ce créateur. Alors je pense que peut-être qu'Éric Roy et Grégory Lorenzi comptent sur Kamori Doumbia pour, remplir ce rôle-là, un petit peu de créateur, de faire le lien entre des milieux qui sont quand même globalement assez défensifs dans l'âme et Ludovic Ajorc. Mais souvent, j'ai l'impression de voir vraiment un fossé béant entre notre milieu de terrain, que se composait Magnetti, Chotard, Touzard, même Dinaï Mbe qui se projette un peu plus, mais Dinaï Mbe, c'est pas Camara, hein, qui lui avait vraiment une activité offensive euh, beaucoup plus importante. Je crois qu'il y a une saison, d'ailleurs, la saison où on se qualifie, où il met 8 buts, si je dis pas de bêtises. Et on n'a pas ce joueur-là créateur qui fait le lien entre l'attaque et le milieu. Et bon, sauf à recruter en janvier, mais j'y crois pas trop, ça m'embête un peu. D'ailleurs, je pense qu'on voit tous les matchs, hein, mais même les 2 défenseurs, ils doivent se dire la même chose. Il y a pas ce mec qui fait la transition entre, eux, donc les défenseurs centraux et Ludovic Ajorc. C'est directement Brendan Chardonnay, Junior Diaz, Koulibaly maintenant, pour Ludovic Ajorc. Il y a pas de relais, il y a pas, la 2-3 passes pour aller jusqu'à Ludovic Ajorc. Même je trouve l'apport des latéraux un peu faiblard cette saison. Alors je ne sais pas si c'est des consignes ou pas, mais je les vois rarement dédoubler, je les vois rarement, rentrer dans le dernier tiers de l'adversaire. Heu, alors que par exemple quand je vois Le Havre aujourd'hui, mais Thomas Delaine notamment, je l'ai vu plusieurs fois, centrer à hauteur de la surface de réparation brestoise. Kenny Lalla, Bradley Loko, c'est quand même des bons joueurs offensifs. Je trouve que c'est un peu dommage de s'en priver. Quand je vois Kenny Lalla redescendre à hauteur de Brendan Chardonnay en construction, monte un peu, attire au moins ton ailier, un peu plus bas. Quand je vois Chardonnay, faire la passe à Koulibaly alors qu'il y a 20 mètres devant lui et qu'il pourrait un peu avancer, rien que pour fixer un mec. Il y a pas besoin de dribbler ou de faire la passe, décisive, mais rien que fixer un mec pour ouvrir une ligne de passe, pour ouvrir un coéquipier, voilà, ça demande pas grand-chose et je pense qu'en tant que footballeur professionnel, je pense qu'il en est capable. C'est pas son point fort, mais c'est pas ça on n'a pas besoin d'avoir un point fort pour réussir à le faire, voilà. Évidemment, Koulibaly, Dias sont les meilleurs relanceurs et principalement, c'est à eux de faire la première passe. Mais je pense que dans le football maintenant, tu as quand même besoin d'avoir 11 mecs qui sont à l'aise avec le ballon pour essayer de lancer quelque chose de propre, cohérent. C'est toi, Fanch, qui parlait du bon graphique du Télégramme, ce matin, je crois. C'est ça. Donc plus les saisons avancent, donc si on revient à la 3e place évidemment, plus les saisons avancent, moins Brest a le ballon et moins Brest réussit à faire de passes. Je crois que même au jeu cette saison, c'est, l'équipe qui a fait le moins de passes réussies ou c'est un taux ou c'est en brut? Alors, Sur ton pourcentage? je l'ai sous les yeux. On est la 17e équipe en nombre de passes réussies et en pourcentage, on est la dernière. Ce Ça qui, en fait fait, passer c'est plus inquiétant, je trouve, que la comparaison sur la dernière saison. C'est qu'en pourcentage de passes réussies face à des équipes comme Angers, comme Nantes, on est dernier. et en fait, on le voit même ça. C'est Il y ça, a on pas le il y a voit, pas on le tellement il y voit. a pas tellement voilà, c'est pas une surprise non plus. On voit quand même que les mecs sont en difficulté, que ça manque de lien, que je trouve que les joueurs sont très espacés les uns des autres. Combien d'actions on a eu où, c'est un petit redoublant de passe, un 1-2, des trucs qu'on voit avec plusieurs Brestois dans un périmètre assez réduit, capable de faire la différence sur des appels, des passes, des petites combinaisons à l'entrée de la surface. C'est rare quoi, donc voilà, à part, prions pour que Ludovic Ajorc reste en bonne santé, parce que sinon je pense qu'on repart de alors tout le semblant de début, d'esquisse qu'on a d'idées, de tactique pour essayer de marquer un but, je pense que si Ajorc se blesse, là, c'est tout part à volo. Ou alors, l'autre possibilité, Ajorc se blesse, on se met à jouer au foot parce qu'il y a plus Ajorc, donc on n'a pas le choix. Ouais, mais C'était c'est pas ce que je souhaite en tout cas. Non, bah, Ouais, on le souhaite évidemment pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de flagrant, c'est les triangles. Il y a plus de triangles. Ça a longtemps été la force de Brest, notamment grâce à Mady Camara. Mais Mmh. aujourd'hui, il y a aucun schéma en triangle qui revient régulièrement et pas juste qui réussit, mais même qui est essayé. On n'a jamais la même situation qui se présente dans le même match. Il y a un côté mécanique qui a disparu et qui était pourtant assez bienvenu. Je vais revenir aussi, c'est un peu pêle-mêle, mais
sur l'incapacité à ressortir le ballon, bon, évidemment, on connaît les qualités de Brandon Chardonnay là-dessus, on connaît le peu de disponibilité, on le voit et puis il y a aussi l'éléphant dans la pièce, on a un gardien. Je ne veux même pas revenir sur les boulettes, les fautes de main, mais je pense que c'est le plus mauvais gardien jeu au pied que j'ai vu à Brest en Ligue 1. Bon, la comparaison, c'est avec Alexis Thébault, mais Attention à Johan Arcock, hein. non, mais j'ai rarement vu un aussi mauvais gardien balle au pied. Et Et alors en que fait, normalement, le gardien, il est censé t'apporter énormément de stabilité, de certitude derrière, de calme, et surtout une équipe qui subit un petit peu le jeu. Là, clairement, il fait flipper tout le monde, quoi. bah, au-delà même de faire flipper, c'est tu lui donnes la balle, il la dégage, tu sais qu'elle va retomber dans une zone où il y aura que un joueur C'est touché hasardeux, quoi. ou C'est tous hasardeux. les 3 quarts du temps, elle va retomber dans les pieds de l'adversaire. Ou Donc en la touche. la C'est arrivé aussi. conséquence non, mais la conséquence, c'est que tu subis, tu passes ton temps à subir. Tu vois, on se focus, à mon sens, trop sur les boulettes, les fautes de main qui peuvent arriver et pas assez sur le fait que, je vais le dire de manière un peu abrupte, mais Maïeki rend mauvais les joueurs devant lui. En tout cas, il les rassure pas. Ça, alors, je sais pas si c'est que de sa faute, si c'est lui qui les rend mauvais, mais en tout cas, il les rassure pas. Il les rend pas meilleurs. Est-ce qu'on va pas toucher On peut le aussi dire. une limite est-ce qu'on va pas bientôt toucher aussi une limite du système Lorenzi sur cette accumulation de prêts? Parce que si, tu es un joueur de Brest, tu es prêté, que tu es dans une saison où tu casses un peu la baraque comme on a pu faire il y a 2 ans, bah, forcément, tu penses pas à ton contrat, tu te dis, bah, que tu as un coup incroyable à jouer. On a vu que des joueurs qui étaient prêtés comme Satriano et cetera, avaient tout donné jusqu'au bout. Est-ce que là, si on rentre dans une spirale négative, les joueurs qui sont prêtés vont autant se battre que nécessaire pour un maintien, contrairement à d'autres équipes qui, elles, ont des joueurs sous contrat? C'est une question que je me pose, on est peut-être un peu trop tôt pour la poser, mais voilà, il faudrait pas que ça se prolonge trop, cette série de matchs difficiles, et pourtant j'avais le calendrier sous les yeux. Autant vous dire que, bah, qu'il fait flipper un peu ce calendrier quand même brestois, parce que la semaine prochaine, enfin même pas la semaine prochaine, c'est dès dimanche, hein, si je dis pas de bêtises, c'est Lyon, qui vient à Le Blé, puis après on va à Marseille. Après, il y a la trêve et on a un match hyper important contre Metz, et après on enchaîne avec Strasbourg, Monaco, Rennes. Il va falloir prendre des points assez vite si on veut pas passer Noël, dans la charrette, quoi. Et alors, pour faire un peu l'avocat du diable, c'est vrai que, bon, le point positif, c'est que si les mecs sont nuls, ils sont que en prêt, donc ils s'en vont. C'est vrai, mais s'ils sont nuls et qu'on descend, bon, derrière, va reconstruire un effectif en Ligue 2, Oui, bien c'est sûr, très évidemment. après on y est Et pas, par contre, bah, voilà, tu revenais sur le recrutement tout à l'heure. On va pas en faire des tonnes, même si, je vais sûrement parler 1 minute 30. Mais c'est vrai que le gardien, c'est quand même enfin, maintenant, on est fin octobre, on peut faire comme on l'a dit tout à l'heure, un premier bilan. Mais le gardien, c'est quand même, c'est dramatique de se retrouver avec un Maetsky, et c'est pas uniquement de sa faute non plus. Parce que, la situation, elle est ce qu'elle est. Maetsky, enfin, on est tous au courant qu'il n'a pas fait, 1 saison et demie monstrueuse à Monaco. Il avait regagné sa place, il a reperdu, je crois, en fin de saison dernière. Donc dans la tête, il y a un souci. Donc tu paries sur le fait que tu peux le relancer. Mais c'est un pari, et je pense que dans les buts, tu peux pas faire un pari comme ça. Il y a d'autres postes où tu peux le faire parce que tu as un remplaçant qui est correct, parce que ça va pas se voir de façon aussi flagrante que dans les buts. Mais là, le pari, il est raté, quoi. Bah, malheureusement, les erreurs, qu'elles soient au pied ou pas que au pied, mais par exemple, bon, évidemment, il y a Lens, par exemple, mais le deuxième but contre Lorient, enfin, il est dramatique. et puis je Et rebondis. pourtant, on a envie qu'il réussisse. Enfin, il y a pas de j'ai rien contre Maetsky, Et au-delà du simple fait du gardien qui effectivement, bon, c'est pas comme si on savait depuis 2 ans que Bizot voulait se barrer, mais bon, on va pas revenir sur la situation, on l'a suffisamment dit. Effectivement, le fait de se retrouver avec Maïeski comme ça aujourd'hui, bon, ça me paraît assez lunaire, d'autant plus qu'on a su qu'on voulait le gardien, c'était Törnqvist, hein, c'est ça, de Suède, ah oui. qui finalement ne vient pas. Bon, pourquoi est-ce qu'on voulait ce gardien en janvier? Est-ce qu'on savait déjà que Maïeski c'était, simplement pour faire 6 mois? Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais je rebondis sur un tweet que tu as posté, Quentin, où tu disais qu'en fait, on a perdu cet esprit de groupe et de joueurs qui
qui se donnait pour le collectif et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que même l'année dernière, évidemment quand on est, en tête ou, dans les 8 premiers de Ligue des Champions, on n'a pas la meilleure équipe, on n'est pas dans les 8 meilleures équipes d'Europe, c'est évident. Mais en termes d'état d'esprit, de collectif, de volonté et d'abnégation de chacun de tout donner pour son partenaire et pour l'équipe, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui pouvaient, rivaliser avec nous dans ce domaine-là. Quand on voyait les Zmelou, les Camara, les Magnetti, qui étaient, au charbon, à chaque match et j'ai l'impression qu'on a totalement perdu ça. Je sens une forme de résignation de manière générale autour du club. On voit l'ambiance en tribune, c'est un peu moins bien et cetera, mais également dans l'équipe et je pense que ça part de l'équipe justement. Peut-être est-ce que c'est difficile pour les joueurs après la Ligue des Champions de revenir, simplement au pain quotidien de la Ligue 1, de voir qu'ils ont perdu leurs meilleurs éléments? C'est un peu comme nous quand on joue au foot, quand il y avait 1 ou 2 bons joueurs qui allaient dans un club un peu meilleur, bah, c'était chiant parce qu'on perdait des bons joueurs. Là, c'est peut-être un peu pareil pour eux, je sais pas. Mais ouais, c'est cet état d'esprit collectif. Je dis pas que c'est des mauvais mecs, un peu du tout, je dis pas que c'est une mauvaise équipe, mais j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu de quelque chose, c'est un peu fade, en fait. Je rejoins là-dessus et je pense que le meilleur symbole de ça, c'est malheureusement Kenny Lala qui, bon, sportivement, je trouve que c'est pas un bon début de saison pour lui, mais c'est surtout dans les attitudes où je le sens de plus en plus exaspéré, de plus en plus râleur. Bon, il a toujours été un peu, hein, mais en fait, juste l'impression qu'il en a un peu marre et ça peut se comprendre. Ça doit être très agaçant de voir comme ça une montée jusqu'au sommet et puis une redescente lente, tranquille, un tout déclin. Mais, voilà, je trouve que c'est quand même un symbole. Je le dis aussi parce que jusqu'ici, on a beaucoup parlé des recrues, mais il faut pas non plus tout charger sur les recrues. Il y a d'autres choses Ouais. qui ne marchent pas, des choses qui marchaient avant qui ne marchent plus. Il faut s'interroger pourquoi. Est-ce que c'est uniquement mental? Est-ce que c'est des joueurs qui étaient arrivés, enfin qui avaient surperformé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des systèmes? Et je pense que Kenny Lala, dont personne ne remettra en cause l'apport à Brest et même les qualités humaines et sportives, bah, ça reste quand même un symbole de cette équipe qui a peut-être un peu le tour, se perd, je sais pas trop. Voilà, mais encore une fois, aujourd'hui contre Le Havre, alors il y a aussi des consignes, hein, mais c'était pas un bon match de Kenny Lala, c'était pas les bonnes attitudes non plus. C'est regrettable. Et Après, finalement, les joueurs, ils sont comme nous. Bah, ils ont envie de gagner, ils ont envie qu'on leur donne les armes pour gagner et quand ils voient, bah, les discours dans la presse, les ah oui, clairement. communiqués du club, le bah, j'imagine qu'on leur a dit des choses peut-être en fin de saison dernière. Ils ont joué la Ligue des Champions, ils ont quand même rapporté alors d'une part à leur dans leur compte en banque, eux, directement, mais ils ont quand même ramené beaucoup d'argent au club. Bah, ils disent: «Putain, on a peut-être lancé quelque chose, on va pouvoir construire là-dessus» et bah, ils sont comme nous, je pense qu'ils sont frustrés et est-ce qu'ils ont envie de se battre pour des les supporters? Je pense, en tout cas, ils ont jamais, montré, le d'indices qui feraient dire qu'ils ont pas envie de se bagarrer pour les supporters, mais pour les gens dans les bureaux, ça fait un peu moins sûr, hein. C'est vrai que quand on voit tout ce qui se dit, les communiqués, les interviews, tout ça, Les gens en je pense que interne ce dire sont qu'ils les sont pas ce sont les remplacés. premiers concernés finalement et je pense que ce sont les premiers frustrés de cette situation. Est-ce que vous voyez, vous, du positif? Parce que là, on parle que beaucoup de négatifs quand même, mais bon, pour l'instant, on n'est pas non plus dernier avec, 10 points de retard. Est-ce que vous voyez du positif dans ce qu'on a vu depuis le début de saison? Alors pas ce soir évidemment, mais, est-ce que vous des motifs d'espoir, des choses que vous pensez, qui vont être réglées, positivement, je sais pas, que ce soit, collectivement, individuellement? Je pense que le point positif, c'est qu'on n'est pas relégable déjà. Mais presque, puisque Mais ça pas joue au goal average. Oui, Angers mais gagne, ouais, mmh. finalement, on ne l'est pas donc bon, il y a toujours de l'espoir finalement, mais c'est vrai qu'en fait, on se retrouve avec un match où c'est plutôt positif et puis le suivant où tout le positivisme qu'on a pu glaner, bah, il s'en va comme, aussi vite qu'il est arrivé et c'est un peu, voilà, c'est un peu, l'histoire de Maïeski pour l'instant à Brest aussi. Il fait deux trois bons arrêts et puis une boulette. Donc, c'est un peu à l'image du gardien de but, quoi, mon état d'esprit personnel, en tout cas. Mon état d'esprit personnel, c'est à la fois ma source d'espoir et ma source d'inquiétude, c'est que pour moi, on n'a pas une équipe qui n'est pas prête mentalement. Pour moi, ils savent qu'ils jouent le maintien. Malheureusement, encore une fois, j'ai pas l'impression qu'ils aient triché cette saison, qu'ils aient
manqué d'envie, sauf peut-être contre Toulouse. Donc je me dis que si tu trouves les ajustements au quotidien, les ajustements tactiques, bah, ça prendra parce que l'engagement, il est là, faut qu'on en dise. Maintenant, le truc, c'est que si avec toute la bonne volonté du monde, tu n'y arrives pas, bah, c'est peut-être que ton groupe, tes joueurs n'ont tout simplement pas le niveau et là, la seule porte de sortie, c'est le mercato hivernal, peut-être. Après, tu dis qu'il ne pense pas qu'il joue le maintien. Si, si, J'espère qu'il pense pas et puis si, mmh, non, tu dis qu'il pense qu'il joue le maintien, oui, voilà, les joueurs. qui Ils savent qu'ils jouent le maintien, oui, mais j'espère qu'ils pensent pas comme moi. Parce que moi, le maintien, je pensais pas le jouer, tu vois? Et quand je vois, les matchs en Ligue 1, quand je vois les Angers, les Lorient, les équipes qui sont en dessous, les Metz évidemment, je me dis: «Il y a aucune chance que Brest se maintienne». Mais j'espère qu'ils ne pensent pas comme moi parce que sinon c'est un peu dangereux. Heureusement, je ne suis pas footballeur professionnel, je suis simple podcasteur sur Brest Tonnerre. Mais ouais, j'espère juste qu'ils ne pensent pas comme moi parce que je pense que ça serait dangereux. Moi, j'ai quelque chose qui m'agace concernant le quand on parle des difficultés de Brest, tout de suite, ce qui nous est, Je pointe juste qu'on a passé à peu près 1 minute 30 sur les points positifs. Mais, revenons à ce qui t'agace. non, mais c'est que j'y pense, en fait, en voyant Angers là qui fait jeu égal contre Marseille, enfin même qui mène au Vélodrome, alors peut-être qu'ils vont perdre, hein, j'en sais rien, avec un jeune de 18 ans qui a marqué. C'est de dire que le contexte du football français fait qu'on peut pas faire mieux, on peut pas faire autrement. Mais, pourtant, on a joué avec des champions l'année dernière et c'est pas le cas du Havre, c'est pas le cas de Angers, c'est pas le cas de Metz. Bon, Metz, c'est un peu compliqué, mais c'est pas le cas de Lorient qui monte, c'est pas le cas de Nantes, c'est pas le cas de tous ces clubs-là qui pourtant aujourd'hui font pas moins bien que nous. En tout cas pas moins bien dans les intentions, pas moins bien dans ce qui monte sur le terrain, dans la combativité. Et moi j'aimerais qu'on m'explique en fait, et Eric Roy avait demandé des explications, qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Comment est-ce qu'on est passé de jouer avec des champions à aujourd'hui se battre pour le maintien sans saison de transition, hein, sans saison où tu es un peu moins bon, tu finis, où tu es milieu de tableau. Là, vraiment, on a l'impression que Brest va jouer comme lorsqu'il était avec Dalloglio, lors de la remontée. Une saison extrêmement compliquée et bon, pour autant, on a des bons joueurs. Moi, je trouve qu'à Jorque, tu as pas un Ludovic Ajorque dans toutes les équipes de Ligue 1 devant. Tu pas forcément un Romain Del Castillo dans toutes les équipes de Ligue 1 devant non plus et pourtant, il y a quelque chose qui cloche et j'aimerais voilà, j'ai vu qu'Éric Roy avait dit à la sortie du match contre Le Havre que pour lui, que les joueurs n'étaient pas à leur niveau et qu'ils étaient meilleurs que ça normalement, qu'il était inquiet. Mais ouais, moi j'aimerais voir un petit peu j'aimerais voir l'équipe progresser et c'est pas ce que je vois. J'ai l'impression que match après match, c'est un petit peu à la pièce, on sait pas ce qu'on va voir avec cette équipe de Brest alors qu'avant on savait. On avait des certitudes, on savait ce qu'on allait voir, ce qu'on allait pas voir aussi. On était à peu près sûr du scénario, heu, du match, en tout cas de la manière dont il allait se dérouler. Là maintenant, c'est complètement aléatoire et tu peux faire, 20 très bonnes minutes, puis passer complètement à côté ou alors faire une bonne mi-temps et ton gardien qui te crève ou alors, passer un match comme aujourd'hui au Havre où tu es sûr que de toute façon tu peux jouer pendant 90 minutes. Bon, il y a pas tant que ça d'occasion de marquer et je vois pas de progression collective depuis 9 matchs et comme disait Yann, tu peux pas faire un bilan après 3-4 matchs. Après un tiers du championnat quasiment, tu peux en faire un et pour le moment, le bilan, il est pas bon, quoi. ouais et puis Et l'un des axes de parce que c'est vrai qu'on se dit ce qu'on dit, c'est quand même que d'un point de vue technique, d'un point de vue, liant, c'est pas ça. Je pense que l'un des axes majeurs de progression et évidemment, c'est compliqué parce qu'on a peut-être l'une des défenses les plus poreuses de Ligue 1. Donc on se dit pas: il faut aller chercher plus haut l'adversaire». Mais quand je vois à quel point on a respecté Le Havre aujourd'hui, alors qu'à chaque fois on est arrivé à leur mettre un peu de pression, on récupérait les ballons assez haut et ça permet de faire moins de passes pour aller jusqu'au but. Bah, là, comme je l'ai dit, on a plus respecté Le Havre que le Bayer Leverkusen l'année dernière, quoi. Quand je me souviens de l'intensité qu'on mettait au pressing en Ligue des Champions contre le PSV, contre le Bayer et que je vois, les le manque de plan de jeu défensif, ça je me dis que enfin c'est ouais, alors j'entends l'idée de vouloir jouer un peu plus bas pour prendre moins d'occasions, mais enfin l'un ne va pas contre l'autre, quoi. C'est pas parce qu'on fait un pressing haut qu'on va nécessairement prendre plus d'occasions. Il y a des équipes qui ne savent pas défendre bas, alors que quand elles défendent en avançant, c'est beaucoup mieux et je pense qu'on a les joueurs au milieu de terrain actuellement, les Chotard, les Magnétis, c'est des gratteurs de ballon. C'est des joueurs qui peuvent aller faire du pressing.
Dinaï Mimbe, alors je pense qu'il a pas mal de défauts, mais par contre, je pense qu'il se la donne sur le terrain. Contre Paris, contre Le Havre, là, on a vu faire 2-3 retours intéressants. C'est des joueurs qui, je pense, veulent aller au charbon, mais qui sont un peu, voilà, qui sont un peu sous l'ess actuellement et on ne les laisse pas, faire, ce qu'ils savent peut-être faire de mieux. Donc, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver parce que, bah, sous Derzakarian, c'est quelque chose qui n'existait pas, hein. Le pressing, c'était, aux abonnés absents et quelque chose qu'on avait découvert avec Éric Roy quand il était arrivé et là, c'était une constante, hein, finalement sur ces, 2 ans et demi maintenant et là, je trouve que depuis le début de saison, c'est vrai qu'il est un peu, il est un peu parti aux oubliettes. Même la première mi-temps contre Lorient était, du même acabit que ce match contre Le Havre. C'était pas top au niveau pressing et c'est quelque chose que j'ai envie de retrouver parce que c'est quelque chose qui pourrait nous aider à marquer des buts, de façon plus facile parce que, bah, plus tu récupères le ballon haut, si tu le récupères évidemment, c'est pas toujours une garantie, mais contre des équipes comme Le Havre, Lorient qui ont pas une qualité technique de zinzin, que ce soit derrière ou au milieu de terrain, je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable. Plus tu récupères le ballon haut, moins tu as de passes à faire pour aller jusqu'au but. Donc, quand tu as un taux de passe, famélique, un taux de passe réussi famélique, bah, c'est peut-être quelque chose qui peut t'aider. Est-ce que vous vous souvenez de la première décision de Roy, enfin des premières déclarations d'Éric Roy lorsqu'il arrive, sur le banc brestois? Qu'est-ce qu'il met en Mmh. place? Mais en fait, c'était un peu le même souci. Il disait que c'était une équipe qui prenait beaucoup trop de buts et que, pour remettre de la confiance, fallait cesser l'hémorragie et commencer par faire un clean sheet et ne plus encaisser de buts. Je pense qu'il faudrait peut-être reprendre de là les bases, tout simplement. De construire une assise défensive, parce que là, on a l'impression que l'équipe ne sait pas trop où elle doit aller. Est-ce qu'elle doit défendre? Est-ce qu'elle doit attaquer? C'est un peu toujours le bazar. Peut-être être une équipe, renier un peu son envie de jouer, parce que Rigoureux est comme un entraîneur qui aime jouer et peut-être revenir à ces fondamentaux-là, d'abord construire une solidité défensive pour ensuite bâtir des bases plus solides pour la deuxième partie de saison. Il y a peut-être une différence fondamentale à mon Je sens, c'est que quand, Roy arrive, bon certes il passe après Derzak, mais il arrive avec un effectif qui physiquement est prêt et ça mine de rien, c'est aussi un truc qu'on a rarement vu après ces dernières saisons, sauf peut-être sur la dernière de Dall'Oglio, bah, c'est qu'on est à la ramasse. Quand tu compares à d'autres équipes de Ligue 1, à chaque fois, c'est lent, ça tient pas non plus les 90 minutes, c'est dur à niveau intensité à maintenir et là-dessus, on revient là-dessus, mais quand la moitié de ton effectif est arrivé le 31 août en n'ayant pas joué depuis 4, 5, 6 mois, bah, ouais, ça met 4, 5, 6 mois à revenir à un standard de Ligue 1. Et continuons sur les points positifs. Revenons sur les points Allez, on négatifs. peut trouver des points positifs, on peut trouver peut-être dans les individualités. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a satisfait pour l'instant? Ajorc évidemment. Moi j'ai envie J'aime bien Koulibaly, moi. Bah, même Del Castillo fait quand même un bon début de saison malgré tout. On l'avait un peu perdu l'année dernière. C'est quand même un début de saison plutôt positif du mettre à jouer. Maintenant, j'ai plutôt bien aimé quand il avait été mis dans l'axe contre le PSG. C'est vrai que même dès les premières touches de balle, on s'est regardé avec Fonch, on s'est dit: «Ah tiens, c'est meilleur que Kamori Doumbia au même poste». Pourquoi pas réessayer, mais voilà. En fait, le souci, c'est qu'il y a rien qui marche et que donc on se dit: «Est-ce que ça pourrait mieux marcher?» mais est-ce qu'il faut pas non plus laisser le temps aux joueurs, après 10 journées malheureusement, d'essayer de se trouver et d'essayer de construire sur quelque chose, de constant, on va dire. Mais Koulibaly, ouais, c'est vrai que, bah, il respire un peu la classe, quoi. Là, tu C'est pas sens que tout c'est le un temps bon joueur. propre, mais Il y a encore des petits majoritairement. trous d'air. Il y a encore des petits trous d'air, mais par-ci par-là, mais tu sens que c'est un joueur qui techniquement, qui comprend le jeu, qui en impose. Enfin, c'est un vrai bon joueur de Ligue 1, je pense, contrairement à d'autres, dans l'effectif à différents postes par exemple Mboup ou qui sont encore très jeunes, très très tendres. Brut de pomme. Voilà, alors que Koulibaly, tu le mets dans une équipe, je sais pas, tu le mets, à Lyon, tu le mets, à Lens, je pense qu'il fait absolument pas tâche, quoi. Clairement, on a un bon joueur. C'est pour ça que je disais qu'on a un bon joueur derrière, on a un bon joueur devant, on peut en avoir au milieu, hein, parce que je pense que Touzard qui s'il revient en forme, bon, ça c'est toujours le si qui pose problème, mais un Touzard, ça reste un bon joueur. Un Chotard également, Magnetti, il a su prouver que ça pouvait être un bon joueur pour une équipe comme Brest qui doit s'accrocher pour le maintien aussi. C'est pas vraiment les individualités qui m'inquiètent, c'est plutôt les profils et l'animation collective, en fait, tout simplement. rajouter un positif peut-être. On a démarré la saison avec beaucoup de blessés. Ça, les gens reviennent.
petit à petit. Là, il nous manquait, si je ne me trompe pas, que Doumbia et Labo Lascari. Peut-être qu'on aura l'effectif complet prochainement et qu'au quotidien, ça peut se ressentir. Après même, tu vois, un mec comme Labo Lascari, je trouve, quand on l'a vu, c'était plutôt intéressant. Il m'a l'air plutôt efficace devant le but. Contre Angers, contre Nice, je crois qu'il marque. C'est 2 face à face, plutôt bien gérés avec beaucoup de sang-froid. Donc et même sur le côté, une activité qui est là, qui a l'air plutôt, correspondre avec ce que Ludovic Ajorc est en tant que joueur. Tu vois, Labo Lascari, on a envie de le voir, davantage. Maintenant, bon, effectivement, il faudrait qu'il soit pas blessé pour ça et malheureusement, c'est, bah, l'un des points négatifs aussi de ce début de saison, c'est le nombre de blessés. Chose évidemment, on va refaire une comparaison avec la saison, de la 3e place, mais où tout le monde était à 100 du début à la fin, ce qui, n'arrive pas, hein. Tu parlais tout à l'heure d'alignement des planètes, Fan, je pense que là-dessus, c'était, bon, alors je sais pas si c'était une mise en place parfaite du staff brestois, mais il y a quand même cet élément de chance, rien que dans les duels, dans les contacts avec l'adversaire, même à l'entraînement. Là, c'est vrai que ça fait beaucoup et ça n'aide pas, hein, évidemment à trouver quelque chose de cohérent, de constant sur match après match. Donc ouais, un point négatif, on y revient. En fait, mais ça, c'est un peu la sinistrose parce que quand on essaye de trouver des points positifs, on revient finalement toujours à quelque chose qui est un peu qui nous remet un coup de bâton. Mais après, aussi bien on va battre Lyon et on fait un nul à Marseille et puis on va relancer la machine. Mais j'ai un peu de mal à me projeter là, j'avoue que sur En les fait, sur le les plus gros point négatif, c'est vraiment l'absence de fil rouge. c'est ça. Parce que généralement, on se base quand même là-dessus. On se dit, il y a toujours on va dire une une ligne droite plutôt constante avec des fois des points plutôt hauts, des points plutôt bas, mais toujours avec des performances qui restent relativement constantes où on sait sur quel quand on va voir Brest, on sait que bon, ça va plutôt bien jouer au foot, ça va, faire un pressing assez haut, ça va mettre de l'intensité. Là, il y a rien de tout ça. D'un match à l'autre, tout peut changer. Tu passes d'un match contre Nice où tu te procures pas mal d'occasions, tu mets des jolis buts, pas de buts, marqués sur coup de pied arrêté, à des matchs comme contre le Paris FC où tu n'as que des occasions sur coup de pied arrêté. Tu en as quelques-unes, mais elles sont que sur coup de pied arrêté. Tu pas de pressing. Ah, c'est le haut les hauts sont hauts, les bas sont très bas, donc on ne sait pas vraiment sur quelle base se baser. C'est un peu con à dire, c'est pas très joli à dire, mais voilà, il y a pas de fil rouge, il y a pas de bah, c'est une courbe sinusoïdale qui monte, qui descend, donc comme tu le dis, on ne sait jamais, on peut battre Lyon, comme on peut en prendre 4, on peut aller faire un exploit au Vélodrome comme Angers est en train de le faire, comme on peut en prendre 6. C'est vraiment à ne on ne sait pas. On ne sait pas sur quel pied danser, donc c'est difficile d'analyser quoi que ce soit. Mais l'analyse, c'est peut-être ça, c'est que, bah, l'irrégularité est présente et que, bah, c'est difficile de faire un diagnostic de cette équipe, parce qu'on ne sait pas sur quel point exactement mettre le Mais doigt à la dessus. limite, si ça se passe comme ça, si c'est l'irrégularité qui va marquer notre saison, on se maintient tranquillement parce qu'on fera des exploits par-ci par-là. Ça, c'est mon inquiétude, c'est que je ne vois pas cette équipe faire d'exploits. Et s'il y a maintien à aller chercher, ça sera face à nos adversaires directs. On l'a vu, Après bah, tes bons résultats, ils sont contre Lille, ils sont contre Nantes, bah, ils ils sont sont contre contre un Nice. Nice qui était quand même pas Tu en très en grande fait forme quand ils viennent chez nous. Et oui, mais bon, ça reste une équipe sur le papier oui, meilleure que mais nous. est-ce que tu parlerais Ça d'un peut être ça exploit sur le fait de battre Nice chez toi à la maison alors qu'ils sortent de 2-3 matchs assez compliqués? Moi, je parle de non, mais qu'est-ce que bah, c'est par un exemple, c'est exploit d'aller alors pour gagner toi? à l'extérieur, au Vélodrome, à Lyon ou des choses comme ça. Et ça, je suis persuadé qu'on le fera pas. Est-ce que tu as besoin de ça pour te maintenir, quoi? C'est ça la Normalement question. non, mais si en ayant affronté le Paris FC, Nantes, Angers, Lorient et Le Havre, tu n'as qu'une victoire dans le lot, et bah oui, ça devient une condition. Il te faut des exploits si tu n'arrives pas à juste mater les équipes de ton championnat. Parce que eux, ils le font. Je suis d'accord avec Lorient qui Yann, va prendre un point au Parc, c'est qu'1 point, mais symboliquement, ça veut dire beaucoup de choses. Non, C'est à c'était au domicile, donc Moustoir. c'est bon. C'était au Moustoir. Voilà, ils Mais que malgré tout, oui, ça reste un exploit, ça clairement, même si Paris apparemment a fait un match catastrophique
n'est pas au niveau de. Bon, après, je sais pas si c'est Brest qui leur laisse faire des choses où ils sont tout le temps, ils mettent toujours le bleu de chauffe contre Brest, ça, c'est difficile à dire. Mais Qui nous laisse tranquilles. pardon? Bah, qui nous laisse tranquilles, les Parisiens, c'est Ouais, c'est insupportable. vrai. D'ailleurs, on a arrêté de jouer avec des champions parce que c'est énervant, on se tape au Paris et on se prend des branlées. Alors qu'il Mais suffit de jouer contre Le Havre pour perdre, quoi, Mais je suis pour jouer avec d'accord des avec champions. Yann, hein, quand tu passes à côté de tes matchs charnières ou tes confrontations directes, bah, la conséquence, immédiate, c'est que tu es obligé de rattraper ces points-là et les rattraper contre qui? Contre des équipes contre lesquelles normalement tu aurais pu, voilà, si la défaite, est au bout du enfin si tu perds contre ces équipes-là, je pense à Marseille, je pense à Lyon, je pense à Lens et cetera, tu te dis: «Bon, c'est sur le papier des équipes qui sont censées nous battre». Mais là, tu es obligé de te rattraper contre elles, donc c'est d'autant plus difficile. Puis après tu entres dans un cercle vicieux de défaites, tu perds confiance et puis, l'adversaire, lui, en revanche, gagne confiance. Quand tu vois Le Havre qui se dit: «Bon, on a réussi à battre Brest», c'est quand même une équipe normalement plutôt solide du championnat. Ils vont pouvoir peut-être aller taper Toulouse, aller taper, j'en sais rien, le Paris FC et nous, bah, en attendant, on reste derrière donc c'est un peu problématique. Heureusement qu'il y a que 10 matchs, j'ai dit 9 tout à l'heure, mais 10 matchs de jouer parce que ça en laisse encore 24 et sur 24 matchs, tu as largement le temps de te refaire la cerise et c'est ce qui me donne le seul point positif, en fait, que je voudrais signaler aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a encore du temps, qu'il y a rien de perdu, qu'il y a encore de l'espoir et qu'on a vu qu'Éric Roy était capable de faire des choses extraordinaires avec cette équipe, en tout cas avec ce club. Et j'espère qu'il arrivera à trouver la recette avec les joueurs qui sont mis à sa disposition aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y a du temps, mais il y en a moins qu'en août et en fait, les matchs s'enchaînent vite. Donc c'est vrai qu'il y a du temps, mais il y en a pas tellement pour mettre des choses en place entre les matchs, quoi et c'est vrai qu'on a peur que le cercle devienne vicieux, comme tu l'as dit et que, bah, justement les défaites Et appellent les tu regardes défaites. les dynamiques parce que quand tu es dans un objectif maintien, tu te compares. Je pense qu'il faudrait regarder en détail et demander aux supporters concernés, mais que les supporters angevins trouvent que leur équipe est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était en août. Pareil pour les Havrais, pareil même peut-être pas pour les Lorientais, quoique. Les Nantais, pareil. Les Brestois, je pense pas qu'on puisse se dire qu'aujourd'hui notre équipe a plus de certitude, plus de qualité qu'elle ne l'avait en août. Il y a pas de progression et là-dessus, bah, quand tu joues le maintien, il faut aussi regarder le rythme des autres et les autres peuvent accélérer, commencent à accélérer. Bah, clairement, même avant le match contre Angers, avant le match contre Le Havre, j'étais pas serein parce que, bah, j'avais vu le match contre Angers d'Angers contre Rennes. Je crois que c'était soit une semaine ou 2 semaines avant et ça m'avait paru plutôt cohérent. Évidemment, individuellement, bah, les pauvres, ils ont pas pu, recruter qui que ce soit. On leur a même pris un joueur qu'ils devaient recruter, qui est plutôt qui a l'air d'être plutôt un bon joueur. Mais en tout cas, collectivement, c'est plutôt cohérent. On le voit bah, ils mènent à Marseille là actuellement. Tu vois, Le Havre est capable d'aller gagner à Auxerre. C'est des équipes qui ont des certitudes. Voilà, eux, ils ont un fil rouge et je pense que si tu es supporter d'Angers, du Havre, tu sais sur quoi te baser semaine après semaine et c'est peut-être le plus important. Ces équipes ont des bases que Brest n'a pas. On peut peut-être conclure, voilà, en jouant un Nostradamus, même si ceux qui ont réécouté récemment le podcast de pronostic savent qu'on est vraiment nul à chier là-dessus. Heu, à la trêve, où est-ce qu'on sera, selon vous? Qu'est-ce que c'est Ouais, dur! c'est très dur. Parce qu'on peut être 18e comme 10e, tu vois? Du coup, bah, on va être 14e, voilà. Voilà, 14e. Une belle 14e place. Moi, je vais être un peu plus pessimiste parce que c'est simplement en fonction du calendrier. Comme disait Yann, on a déjà joué pas mal d'équipes qui, sont censées être des équipes de notre championnat. Là, tu tapes, Lyon et Marseille avant la trêve. Pour moi, à la trêve, on sera relégable parce que je ne nous vois pas prendre des points contre ces 2 équipes-là, éventuellement face à Lyon et bon, parce que Lyon, c'est pas non plus je trouve qu'ils surperforment peut-être un petit peu, mais ça reste une équipe qui est meilleure que nous. Donc j'ai du mal à imaginer Brest, voilà, je pense que la deuxième partie de saison va être une deuxième partie de saison un peu de tous les dangers. Je nous vois arriver à la trêve, je sais pas, ouais 16e, 17e, quelque chose comme ça, avec Metz derrière éventuellement, peut-être Lorient dans la roue de Lorient, et encore Angers. Mais tu vois, quand tu vois qu'Angers est en train de mener à Marseille, tu te dis que bon, toutes ces équipes-là arrivent à faire des coups. Nous, pour l'instant, quand on doit perdre des matchs avant de le jouer, on les perd et quand on est censé les gagner, on les gagne pas, donc c'est compliqué. Et Angers qui vient de mettre un deuxième but, contre Marseille. Eh oui, absolument. Après, faisons pareil contre Lyon et voilà, hein. Juste pour être sûr, quand je parlais de la trêve, moi je parlais de la trêve, enfin à la mi-championnat. Oui, voilà. Toi À Noël.
OK, j'ai cru que tu parlais Non, de ouais, j'avais dans compris, ouais. 2-3 semaines. Non, je faisais le point sur la trêve la prochaine en me disant que déjà ça va être très compliqué d'arriver sans être relégable et après derrière, tu as Metz, Strasbourg, Rennes, bon, c'est c'est, c'est compliqué. Alors que Auxerre prend un but à Strasbourg, c'est plutôt bien ça, parce qu'Auxerre a l'air d'être un peu dans la difficulté aussi cette saison. Je pense qu'il faudra compter avec eux pour Oui et le peut-être maintien. avec Rennes aussi, sauf si Rennes décide de virer Habib Beye et de recruter, par exemple, Éric Roy. On ne sait pas. Non, on en doute. On ne sait pas. Ouais, c'est Non, non, pas on en c'est pas une doute. info non plus. On Voilà, en doute je honnêtement. préfère Bah, écoutez, moi, je pense qu'on sera à la trêve, on sera 15e ex aequo avec les barragistes qui seraient Lorient et que finalement, ça va être un peu tout notre lot sur la saison et je crains malheureusement que notre saison ne se résume à un mano à mano avec Lorient, avec donc d'ores et déjà une échéance à ne pas rater. C'est la réception de Lorient le 8 février. Voilà pour moi. et il faut saluer le parcours de Lorient en Ligue des Champions de l'année dernière, hein, puisque avant de se quitter, peut-être, je voulais, lâcher un petit mot à notre communauté, excellente communauté. C'est peut-être, je sais pas vous messieurs, c'est peut-être notre plus grande fierté d'avoir réussi à créer cette communauté autour du Stade Brestois, à faire vivre un peu le club, sur internet et donc, comme vous le savez, on a vendu des mugs, qui reviendront en stock, hein, je pense d'ici peu pour, quelques unités et donc j'ai pu aller distribuer, à droite et à gauche des mugs à ceux qui en avaient, acheté et c'est vrai que, bah, c'était super chouette, tout le monde a été hyper sympa d'un point de vue, disponibilité. On a pu discuter avec tout le monde, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une excellente communauté donc je salue, tous ceux qui m'ont croisé et tous ceux qui ont reçu le mug. On espère que le café, le chocolat, le thé est bon, succulent, délicieux. En plus, vous avez un dessous de verre offert par le club pour le boire, c'est parfait. On se complète finalement avec le club, mais c'est vrai que je me devais de saluer tous ceux que j'avais croisés, pour cette, livraison de mugs. Ça a été, toujours de très, très bons moments avec des personnes extrêmement sympathiques, qui connaissent le club, qui connaissent le foot. C'était très chouette donc bah, c'était voilà, je voulais juste dire ça et saluer notre communauté qui vit sur Twitter, sur Discord. C'est extrêmement chouette, peut-être, comme je l'ai dit, la chose la plus, agréable de cette aventure Brestonnaire. On dit toujours qu'on a la communauté qu'on mérite et je pense qu'on a une excellente communauté donc j'imagine qu'on fait peut-être, des choses bien. Voilà, Pas pour tout le monde. c'est vrai. Mais Je ne citerai pas de nom. Mais ça mais commence sur à ce, devenir messieurs, beaucoup. Tout à fait. on va peut-être se quitter, 22h. On a pris beaucoup de soirée Stade Brestois pour aujourd'hui, qui C'était mieux l'année dernière. c'était mieux l'année dernière. Les mercredis soirs étaient mieux l'année dernière. Oh là là, le but rennais. C'était vraiment mieux l'année dernière. C'est vraiment mieux l'année dernière, il y a rien qui va. Bonne soirée à vous. À la prochaine, messieurs. On essaie de se retrouver le plus fréquemment possible, hein. Désormais, c'est vrai que 2 mois sans podcast, c'était un peu long. Ça ne se reproduira plus. Si le prochain podcast est à Noël, c'est inquiétant. C'est pas bon signe. Oui, on essaye de se capter le plus rapidement possible et on reste actif, bien sûr, à droite, à gauche. Merci à vous, bonne soirée. À la prochaine et malgré tout. Allez, Brest. Ciao.